Hello, bienvenue dans ce nouveau format donc, de ma chaîne, filmé au téléphone pour plus de facilité. Donc encore une fois je m'excuse si la qualité n'est pas au rendez-vous, mais vraiment je trouve ça tellement plus pratique. Donc qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Jeudi le 6, on est jeudi 6 mai. Ma journée de télétravail s'achève et voilà, j'ai envie de commencer à déblayer un petit peu ce terrible boucol de la honte dont je vous parlais dans la vidéo d'annonce. On va y aller petit à petit pour que ce ne soit pas indigeste. En février, j'ai réussi à tenir un no-buy, ce qui est vraiment très bien. Donc no-buy, c'est non-achat. Donc effectivement, je n'ai acheté aucun livre en février, ce qui est vraiment pour moi un effort. Ça n'a pas été évident, mais j'y suis arrivée. Par contre, il y a eu un double effet qui se coule, c'est qu'en mars, je me suis un petit peu beaucoup lâchée, sans pour autant dépenser énormément d'argent, puisque je n'achète quasiment que de l'occasion et quasiment que de la VO, ce qui est toujours moins cher que de la VF neuve, à mon grand malheur, mais c'est comme ça. On me dirait, hein, moi ça me va, j'aime bien lire en anglais aussi, donc il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je trouve ça assez dingue de voir le prix des livres en français, des fois ça me fait bondir. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai eu de beau au mois de mars? J'ai eu tout d'abord une préco. Voilà, j'ai eu la préco de A Court of Silver and Flames de Sarah J. Maas. Donc il s'agit de, on va dire, 4e tome de ACOTAR, même s'il y a eu un tome 4 qui est un peu un tome 3,5. Pour ceux qui ont lu, vous comprendrez. Pour les autres, allez-y, lancez-vous. Donc, petite histoire avec ce bouquin, je l'avais préco en paperback parce que tous mes autres volumes de cette saga sont en paperback. Et cette préco a fini par m'être remboursée en février parce que là où je l'avais précommandé, il n'arrivait pas à l'avoir en stock. Et donc du coup, j'ai été obligée de prendre la version hardback qui... c'est pas merveilleux, j'avoue. Je vais vous montrer un peu le hardback, mais voilà, il est orange. Ouais, il est pas ultra beau et il est beaucoup plus gros que mes autres tomes, ce qui franchement ne m'enchante pas. Vous savez que je suis un peu maniaque avec mes bibliothèques, mais voilà. Et surtout, comme je ne l'ai pas encore lu, j'aurais très bien pu attendre que le paperback soit restocké. Mais bon, voilà, je suis impatiente et ça me perdra. Donc la différence avec les autres tomes, c'est que celui-ci a une autre couverture, les autres sont ressortis avec le même type de couverture pour montrer le passage du young adulte au adulte, parce que effectivement, pour avoir lu ACOTAR, je pense que vous serez d'accord avec moi, que ce n'est pas du tout à mettre dans les mains d'un adolescent en pleine découverte, n'est-ce pas? Parce que les scènes un peu chaudes sont carrément chaudes en fait. Mais genre moi je vais en librairie aujourd'hui, je vois ACOTAR à côté de Harry Potter au rayon jeunesse, j'ai un peu envie de hurler quand même, parce que ok, au niveau sentiment, scénar, c'est du young adulte, mais par contre au niveau scène de fesses, c'est pour adultes, hein. Mais complètement, parce que des fois il y a quand même 3 pages entières quoi. Donc bon, bref. Assez parlé des scènes de sexe. Ce nouveau volume marque du coup un nouveau cycle dans la saga, puisqu'on va s'intéresser à la sœur de Fer, qui était l'héroïne des premiers. On va passer à Nesta, et Nesta c'est un de mes personnages préférés, je me sens assez proche d'elle sur pas mal de points. On est d'accord que Nesta est un peu une saleté, mais j'ai jamais dit que j'étais gentille moi non plus, donc... Là, désolée. Et donc du coup, je vais pas vous faire l'affront de vous résumer ACOTAR, mais voilà, moi le fait de découvrir plus amplement la vie de Nesta, forcément ça me parle, j'ai très hâte de le lire, mais je l'ai laissé de côté pour le moment, pour de très bonnes raisons, comme je vais vous expliquer ça dans tout de suite, voilà. En mars, j'ai craqué pour la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo, parce que, à cause de la série, même si j'avais le coffret Shadow and Bone depuis longtemps, d'ailleurs je crois que j'en ai parlé dans un book haul de l'année dernière, si jamais ça vous dit de voir, j'ai lu les 3 tomes de Grisha un peu en catastrophe, parce que je voulais absolument me faire ma propre idée avant de voir la série et le travail photo, costume, acteur qui a été fait dessus. Et quand j'ai appris que la série allait mêler cette duologie à Grisha, je me suis dit, mon Dieu, mais il faut vite que je l'achète et que je la lise. Donc voilà. Donc j'ai lu Six of Crows, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans ce vlog, je pense, quand je parlerai un petit peu plus de mes lectures. Mais donc j'ai pris le coffret avec les hardbacks, qui sont très beaux. Mais alors ce macaron de Netflix imprimé direct sur la couve,
Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça en fait? Les gens, c'est terrible, c'est très moche. Si c'était un sticker, je l'aurais enlevé. Mais bon, toujours est-il que les hardbacks sont jolis. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir ça à la caméra de mon téléphone? Je pense pas. Il y a un embossage sur l'avant. Et les tranches sont chouettes. L'autre tome est noir. Et à l'intérieur, on a de très jolies cartes et de très jolies en-têtes de chapitres, enfin de parties déjà, puis de chapitres. Et voilà, donc du coup j'aime vraiment beaucoup cette édition. C'est vraiment juste le point noir, c'est ce macaron de Netflix dégueulasse. Mais bon, toujours est-il que voilà, je suis contente d'avoir ma petite duologie, puis je vous en reparle tout à l'heure. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai un petit côté maniaque avec la bibliothèque, soyons honnêtes. Et comme j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, j'ai en ce moment une petite mission que je fais au cours de l'année. La meuf se donne des airs, c'est merveilleux. Donc je me suis mis en tête de racheter tous mes Robin Hobb en VO parce que je trouve que les livres sont beaucoup plus beaux. Et surtout, c'est des trilogies et pas des dizaines et dizaines de volumes surdécoupés pour faire des thunes en français. Voilà, comme ça c'est dit. Donc du coup j'ai revendu mes Robin Hobb sur Vinted pour le prix où je pensais que ça partirait. C'est parti. J'ai déjà racheté la trilogie de l'Assassin Royal. Et là j'ai racheté la trilogie des Aventuriers de la Mer. Donc voilà, les livres sont ultra beaux en VO. Ils ont une très belle, un très beau dos. Oui, parce que la tranche, le dos. Voilà. Il y a des petites surbrillances aussi. Et la couve fait penser à une carte marine, ce que je trouve vraiment très chouette et très bien pensé. Cette trilogie-là se passe dans le même monde que l'Assassin Royal. J'ai quand même envie d'en parler un petit peu rapidement parce que souvent Robin Hobb, on pense à l'Assassin Royal et on éclipse un petit peu les Aventuriers de la Mer qui sont tout aussi intéressants, tout aussi passionnants à lire et qui en plus se passent dans le même monde et peut permettre d'avoir des petits bonus sur l'Assassin Royal justement. Donc on va suivre la famille Vestrit qui est une famille de marchands. Je me souviens plus du nom de la contrée où ils habitent, mais ça se passe donc dans le même monde que l'Assassin Royal, c'est juste un autre continent en fait. Cette contrée est bordée d'une forêt où il y a des pluies acides qui tombent et qui s'appelle le désert des pluies, où rien ne pousse à part des arbres qui résistent à ce type d'attaque d'acide. Et on trouve dans cette forêt du bois qu'on appelle le bois sorcier. Et c'est dans ce bois que l'on fabrique les vaisseaux qui vont servir aux marchands pour aller échanger leurs marchandises à tous les coins de ce monde. Et donc la famille Vestrit a un de ces bateaux s'appelle des Vive-Nefs, et ce bois sorcier va conférer des particularités à ces vaisseaux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le vaisseau va finir par s'éveiller et prendre conscience. Et donc il va y avoir une relation particulière entre la Vive-Nef et la famille à qui elle appartient. Donc on va suivre, j'arrête pas de dire c'est terrible, on va suivre les enfants Vestrit et donc la nouvelle génération de cette famille et leur relation avec leur bateau qui est encore en plein éveil. Je m'arrête là, mais toujours est-il que moi j'ai trouvé ça passionnant. Si en plus vous aimez les pirates, vous allez être servi. Les légendes de pirates, etc. Elle est allée vraiment très loin, vraiment très chouette. Et alors, c'est vraiment l'apothéose quand on arrive à faire le lien entre l'Assassin Royal et cette série-là. Je ne dis rien, mais j'ai trouvé ça oufissime. Enfin vraiment, moi j'adore cette saga autant que l'Assassin Royal. Et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Elle a écrit plein d'autres trucs chouettes, Robin Hobb. Allez-y. Je crois que ça fait assez de boucles pour aujourd'hui. 3 par 3, ça me paraît pas mal pour épiler cette grosse pile qui m'attend sur le côté. Je vous reprends un peu plus tard pour vous parler de ce que j'ai lu depuis la dernière fois que j'ai fait un point lecture. Et ben à plus! Hello, on est vendredi, mon jour préféré de la semaine. On se prépare déjà un peu pour le week-end et en plus demain je vais faire des photos en urbex en tant que photographe. Et cette fois-ci je vais essayer de penser à filmer pour vous mettre ça dans ce vlog à la suite de ce petit blabla. Bref, trêve de plans sur le week-end, j'avais envie de vous parler de deux lectures que j'ai faites récemment, parce qu'il y en a aussi, comme pour le book haul, qui se sont bien accumulées, et du coup il faut absolument que je rattrape tout ça, mais j'ai pas envie de vous saouler non plus, donc on va rester à 2 pour l'instant. 2 bouquins qui sont assez opposés, et dans le thème, et dans la façon dont j'ai réagi à ces lectures. Donc on va commencer par le moins bien. Donc,
la sélection de Caracas que j'ai pris en version Kindle et en anglais, parce que en anglais c'est toujours moins cher, et Kindle parce que je savais déjà que ça serait pas le genre de bouquin que j'ai envie de garder ensuite dans ma bibliothèque. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, mais moi c'est vraiment pas mon truc, enfin moi ça me parle pas trop. Alors pourquoi est-ce que j'ai lu un truc qui ne me parlait pas, me direz-vous? Avec des copines on s'est fait un petit club de lecture, et puis tous les mois on a un thème sur lequel on va lire. Et ça c'était le thème du mois d'avril ou de mars, je ne sais plus. Et donc le thème c'était romance chick lit, et on a choisi ça parce qu'aucune de nous ne lit ce genre de littérature, et que c'est bien des fois de s'ouvrir un peu de nouveaux horizons. Donc chacune a proposé un bouquin, ensuite on vote, et ensuite on lit, puis on se retrouve pour en discuter tout ensemble dans une réunion Zoom, ou que sais-je encore, voilà, comme une réunion de boulot, mais pour les bouquins, c'est quand même assez cool. Donc, cette petite chose s'adresse évidemment à des lectrices, je dirais à partir de 15 ans, quelque chose comme ça. Donc je ne m'attendais pas à un truc de malade en termes de scénario et d'histoire, et j'ai bien fait. Par contre, je m'attendais peut-être à un peu plus d'ouverture et moins de préjugés, en fait. Mais c'est peut-être moi, hein, je m'attends peut-être un peu trop de la littérature pour les jeunes filles. Enfin bon, il y a sans doute de très bonnes choses, mais je ne les connais pas. Donc après, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Donc de quoi parle la sélection? Alors, on va vous faire un petit résumé très rapide. Donc pour commencer, on nous pose un monde. Je comprends pas trop pourquoi on nous l'a posé d'ailleurs, parce que ça ne sert strictement à rien dans l'histoire par la suite, mais admettons. Donc on se retrouve dans un futur proche, un peu dystopique avec des méga gros guillemets, où les États-Unis n'existent plus, c'est un pays, je crois qu'on dit même pas le nom en fait, vraiment, dans lequel on a des castes un peu copiées de Hunger Games, pour être honnête. On a les 1 qui sont l'élite de la société, puis on descend 2, 3 jusqu'à 8, et les 8 en gros c'est les gens qui font l'arbin, qui savent pas lire, qui sont les rebuts de la société, si vous voulez. Et il y a des gens qui adhèrent pas à ce système et qui font les rebelles, mais ça on y reviendra plus tard, parce que ça aussi je sais pas pourquoi on le précise alors que ça ne sert pas à grand chose. Mais admettons, nous avons une héroïne de 16 ans qui s'appelle America, et qui est chanteuse, et son nom de famille c'est Singer, America Singer, la chanteuse, enfin, subtilité, on est déjà dans le maître mot de ce que le roman va nous servir par la suite. Donc America Singer fait partie d'une famille d'artistes, c'est donc une 5, et elle a un petit chéri qui est un 6 me semble-t-il, qui s'appelle Aspen, qui est aussi le nom d'une ville américaine, donc elle est allée chercher loin pour le prénom, mais bon, admettons. Et bien sûr c'est une société qui est très policée, donc pas de petits amis avant le mariage, tout ça, donc sa petite relation avec Aspen est secrète. Voilà. Donc là c'est déjà les personnages de base. Dans ce pays, donc, qui est une espèce de dictature, hein, on a un roi et une reine qui sont hyper cool, hyper gentils, hyper aimés. Donc déjà, j'ai pas compris pourquoi tout le monde adore le roi et la reine, et en même temps la société a des castes et est une espèce de dictature. Mais bon, on n'en est pas à une contradiction près, donc c'est pas bien grave. Donc, le roi et la reine ont un fils qui est à l'âge de notre héroïne, qui s'appelle Maxon, et que... ou Maxon, comme on veut. Maxon, ça me fait beaucoup rire, mais moi j'ai des Maxon dans ma tête, bref. Mais Maxon, allez, on est parti sur Maxon. Donc Maxon arrive, je crois qu'il a 18 ans, pas 16, pardon. Il arrive en âge de se marier, 18 ans comme tout le monde, et la tradition pour le prince héritier du royaume, c'est qu'on lui trouve son épouse par le biais d'un jeu de télé-réalité qui s'appelle la sélection. Il arrive donc une fois par génération, donc c'est l'événement de ouf, toutes les gamines du royaume veulent y participer pour devenir reine, et puis il y a d'autres avantages aussi, si vous participez à ce jeu, vous êtes retenu pour participer à ce jeu, vous pouvez devenir automatiquement un 3, et donc pouvoir éventuellement monter de classe sociale. Donc il y a des gens qui participent aussi pour ça. Enfin, pour être reine, accessoirement. Donc notre héroïne elle n'a pas trop envie d'y participer, mais comme ses parents n'ont plus une thune et qu'ils sont dans la merde, et que sa mère veut absolument qu'elle y participe, elle se dit bon, ouais peut-être, et finalement c'est son copain qui lui dit oui je voudrais pas que tu rates cette opportunité à cause de moi, alors vas-y, et donc elle le fait pour que ses parents aient à manger et tout ça. Voilà, vous voyez le truc venir comme un gros camion. Bien sûr, elle va y aller à l'école, et en vrai, en fait, elle va le trouver pas si mal que ça, le Maxon, en fait. Voilà, pour
résumer le début de l'histoire. Donc là-dedans, on a tout. On a les rivalités entre meufs, celles qui essaient de devenir copines, mais on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, celles qui sont ouvertement des connasses qui vous arrachent la manche de votre robe pour être plus belle à la soirée, etc. etc. Elle va partir sur un petit jeu à la con avec Maxon et dire ouais, en fait, moi, tu vois, je suis pas là pour faire le concours comme les autres, donc du coup je te dis tout de suite, il se passera jamais rien entre nous, mais par contre je peux devenir ton ami et tu pourras te confier chez moi. Donc voilà, bien sûr, ils vont devenir amis, tout ça, et puis elle a laissé l'autre derrière, alors elle sait pas trop, et puis bien sûr on va avoir un triangle amoureux de merde, je déteste les triangles amoureux, enfin c'est une catastrophe, et voilà. Donc du coup je l'ai quand même lu en entier. Et il y a des passages qui m'ont fait vraiment rire, en fait. C'était pas le but, mais moi, je comprends pourquoi ça plaît, en fait. Parce qu'il y a vraiment, il y a un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans le drama qu'on aime quand on est ado. Mais par contre, il y a une morale telle que je disais à mes copines du club, je me demande si l'autrice n'est pas un peu mormone, parce que c'est vraiment la pureté virginale et ce genre de bullshit, en fait, quoi. Mais bon... Je peux comprendre l'aspect divertissant de la chose, mais j'avoue que c'est une trilogie, il y en a même d'autres après, mais je m'arrête au 1, ça va aller, en fait. Donc voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps déjà sur ce bouquin, je ne le conseille pas, sauf si vous avez envie d'une bonne tranche de rigolade et que vous n'êtes pas trop sensible au cringe, parce qu'on cringe énormément dans ce livre, et voilà. C'était une expérience. Maintenant, j'attends de trouver éventuellement un jour un livre de type romance qui ne soit pas insupportable. Donc, n'hésitez pas à me proposer des lectures qui ne soient pas insupportables et qui soient des romances. Alors on change complètement de registre puisque j'ai envie de vous parler d'un autre livre que j'ai lu mais que cette fois-ci j'ai vraiment adoré. Il s'agit d'un classique, ce qui est assez rare sur cette chaîne. J'aime beaucoup les classiques mais j'en lis beaucoup moins ces dernières années, mais ça va un peu revenir avec la collection des romans éternels, donc on verra un peu plus souvent. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery et que j'ai acheté dans la sublime édition de Monsieur Toussaint Louverture. Alors, bien sûr, j'ai regardé Anne Weasley sur Netflix et j'ai aussi regardé la version 80-90, je crois que c'est plutôt 90, de téléfilm qui passait sur M6 quand j'étais gamine. Et donc l'histoire, je la connais par cœur, quoi, en fait, hein. Enfin, c'est ce que je pensais. Et je m'étais dit peut-être que le bouquin va un peu m'ennuyer, parce que je connais déjà ce qui va se passer. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Alors déjà, ça a beau être un classique, le texte n'est pas rébarbatif, il est extrêmement bien écrit et fluide, ça se lit tout seul, c'est beau, c'est comme du petit lait, c'est vraiment magnifique. Alors pour vous faire un petit résumé de l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas, on se trouve sur l'île du Prince-Édouard au Canada, dans la petite ville d'Avonlea. Matthew et Marilla Cuthbert sont frères et sœurs, ils habitent ensemble, ils ne se sont jamais mariés ni l'un ni l'autre, et ils arrivent tout doucement vers cinquantaine, soixantaine, et il n'y a pas vraiment d'héritier pour reprendre la ferme de Green Gables, et ils se disent que ce serait peut-être bien d'adopter un garçon qui pourrait les aider à entretenir la ferme, et ensuite en hériter quand ils ne seraient plus là. Sauf que ils ne peuvent pas aller à l'orphelinat eux-mêmes et ils envoient une dame, Madame Spencer, pour leur ramener le garçon en question qui arrivera par le train du lendemain. Voilà comment ça commence. Sauf que par le train du lendemain, c'est pas un petit garçon qui arrive, mais une petite fille rousse, maigrichonne, avec plein de taches de rousseur et une très grande bouche qui parle énormément. Voilà, c'est Anne. Et Matthew va chercher donc, ce qu'il pensait être son petit garçon à la gare et le chef de gare lui dit oui, il y a bien un enfant pour vous, mais c'est une fille. Et comme Matthew est un très très grand timide, bah en fait il va rien dire du tout et puis il va embarquer la gamine, il va quand même pas la laisser perdue sur l'île toute seule, donc il la ramène à la maison. Arrivée à la maison, Marilla n'est pas très ravie parce qu'ils attendent un garçon. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'une fille? Une fille ça sert à rien, enfin. Et donc la gamine qui a abreuvé Matthew de toutes ses rêves et ses espérances pendant le chemin, qui s'est émerveillée sur la moindre fleur et la moindre petite feuille, bah, elle découvre qu'en fait elle n'est pas celle qu'on attendait et son désespoir est aussi grand que l'espoir qu'elle avait mis dans cette nouvelle vie qui n'est pas pour elle. Donc bien sûr, comme vous en doutez, finalement, Marilla va avoir un petit morceau de cœur qui va se mettre à battre pour cette gamine et ne va pas avoir le cœur à la renvoyer. Et toute l'histoire, c'est comment
la petite Anne va réussir à se faire aimer de Marilla et de Matthew, mais Matthew est déjà conquis depuis le trajet, et faire sa petite vie à Avonlea avec bientôt de nouvelles amies et plein de bêtises à faire. Voilà en gros le début de l'histoire. Alors je vais essayer de ne pas me répandre en mots comme Anne le ferait, mais honnêtement c'était trop beau. Anne arrive à voir ce qui est beau dans n'importe quoi, dans le petit lac, le petit étang tout pourri qui est à côté de chez ses voisins, elle appelle ça le lac scintillant, un petit sentier que trouverait un peu banal, elle trouve que c'est magnifique, ça devient le sentier des amoureux, et l'arbre qui est devant la fenêtre de sa chambre, qui est un pommier, ça devient la Reine des Neiges. Enfin vous voyez, elle voit du merveilleux partout, elle trouve que tout est magnifique, elle n'arrête pas de dire que c'est tellement merveilleux de vivre dans ce monde où il y a tout à découvrir. Et ça paraît niais comme ça, mais quand on le lit, on est emporté par ce qu'elle dit. On dit mais oui, mais carrément, absolument que c'est merveilleux de vivre dans un monde où on a tellement de belles choses à découvrir. Et son enthousiasme est absolument magnifique et communicatif, et c'est tellement léger, tellement doux, ça se lit comme un petit verre de lait en fait. J'aime pas le lait en plus, comme un petit verre de lait d'amande, allons-y, avec du sirop ou n'importe. Enfin bref, c'est une douceur, ce livre c'est une douceur. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré sa relation qu'elle a avec sa meilleure amie Diana, qui est aussi sa voisine, avec qui elle va tout partager, ses joies comme ses peines, et tous ces petits problèmes de petite fille, que oui, bah, elle est rousse, alors elle est pas belle, et puis personne ne va jamais s'intéresser à elle, heureusement, elle a l'imagination pour se rattraper, ce genre de choses, vous voyez. Et puis il y a bien sûr à l'école son rival Gilbert Blythe, qui un jour a eu le malheur de se moquer d'elle, de tirer ses couettes. À partir de ce moment-là, elle décide de plus jamais lui adresser la parole, et ça devient une personne à laquelle elle s'efforce de ne pas penser, mais qu'elle pense quand même, bien entendu. Et bien sûr, elle est brillante à l'école, elle s'emporte dans tout ce qu'elle fait, elle est extrêmement lettrée, elle adore la littérature, elle adore le romantisme, elle adore tout ce qui est tragique, elle trouve que tout ce qui est tragique est merveilleux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un être exalté qu'on va suivre sur 380 pages qui passe en un clin d'œil, Vraiment, je trouvais ça très beau. Il y a tous les passages où Marilla ne veut pas montrer en public qu'elle a de l'affection pour Anne, qui sont ultra touchants, et tout cet éveil à ce sentiment de parentalité qu'elle pensait ne jamais vivre, et bien tout ça on le voit à travers les yeux d'Anne, on le voit à travers le petit point de vue de Marilla, c'est hyper beau, enfin franchement, voilà, je vais arrêter de m'épancher là-dessus, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique et passionnant, et extrêmement moderne aussi pour l'époque, parce qu'il faut quand même se rappeler dans quel contexte ça a été écrit. Là on va parler d'égalité entre les hommes et les femmes, de politique, de progressisme, de façon extrêmement subtile et bien amenée, et pour un roman de cette époque écrit par une femme, c'est quand même assez rare, et je trouve ça vraiment passionnant, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui est déjà dans ma palle et qui m'attend, et bon, comme d'habitude je vais attendre quelques semaines avant de m'y mettre, mais vraiment je ne peux que vous le conseiller, et je vais arrêter de me pencher sur ce livre. Donc voilà, c'était mes deux petites lectures extrêmement contrastées, et autant la sélection, laissez tomber, sauf si vous avez du temps à perdre et que vous avez envie de lire, mais alors Anne, allez-y, d'autant plus si vous avez regardé la série, parce que la série est modernisée et adaptée, et là on rentre dans le jus original, et ça a une petite saveur désuète vraiment plaisante. Et voilà quelques petites previews. Bon, c'est des photos brutes, hein. C'est du raw, pas retouché encore, mais ça vous donne une petite idée de ce qu'on a fait. Et puis moi, il me reste plus qu'à travailler maintenant sur le traitement. Voilà, c'est la fin de ce premier vlog nouveau format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben moi, je vais vous laisser là, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.